Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour un point lecture de janvier. Alors ce mois-ci j'ai terminé 3 livres. On est sur 3 romans, dont un tome de saga. Alors pour commencer cette année, j'ai lu le dernier livre de Jojo Moyes, Nos vies sous le même ciel. Alors dans ce roman, on va suivre Lila Kennedy, à peu près 1 an après sa séparation avec son mari, qui l'a trompée avec une autre mère de l'école dans laquelle sont leurs 2 filles. En plus de ça, Lila est une autrice et elle avait justement sorti, juste quelques temps avant d'apprendre la tromperie de son mari, un livre sur comment tenir un couple marié depuis plusieurs années avec en plus des enfants et garder la flamme. Du coup, au début du livre, Lila, elle est vraiment complètement à la ramasse. Elle a 40 ans, elle pensait pas que son mari la trompait, même si ça allait pas forcément très fort entre eux. Elle pensait au moins avoir une vie de famille un minimum structurée, et là, tout est tombé à la ramasse. Et en plus de ça, peu de temps après la séparation avec son mari, sa mère se fait renverser par un bus et décède. Et du coup, pour gagner suffisamment d'argent pour pouvoir continuer d'entretenir la maison dans laquelle elle vit avec ses filles, elle accepte d'écrire un livre sur sa nouvelle vie de femme fraîchement célibataire qui retrouve une libido déjantée à 40 ans. Sauf que pour le coup, Lila, c'est pas son cas. De base, elle refuse de rencontrer qui que ce soit, elle est vraiment très enfermée dans la douleur de tout ce qui lui est arrivé. On va donc la suivre dans ces péripéties-là, sachant qu'en prime de tout ça, son père biologique va réapparaître dans sa vie. Alors comme ça a l'air d'un livre vraiment super sympa. C'est justement pour ça que je l'avais pris, parce que pour une fois, on suivait une femme de la quarantaine, et c'était sur un peu la reconstruction d'une femme qui a un peu tout perdu. Et même si j'adore Jojo Moyes, ce livre m'a laissé un peu sur ma faim. En fait, j'ai trouvé que pour une fois, dans ce livre, il y avait pas mal de clichés et des clichés qui desservent en réalité ce que normalement Jojo Moyes veut montrer dans ses romans. Là, j'ai plutôt trouvé qu'il y avait un peu du pardon pour tous les comportements des autres sans qu'il y ait de réelle discussion et de prise de conscience des personnages sur ce qu'ils ont pu faire de mal. À part Lila qui, justement, à un moment donné, oui, fait toute une réflexion sur un mauvais agissement qu'elle a eu, à part elle, j'ai trouvé que les autres personnages étaient juste pardonnés pour être pardonnés. Et simplement pour accepter le fait qu'en tant qu'humain, on n'est pas parfait, sans qu'il y ait pour autant un vrai échange entre eux pour vraiment guérir les blessures qui ont été causées. Et en plus, alors là attention parce que ça peut être un peu un spoil si malgré tout le livre vous intéresse à découvrir, j'ai trouvé que niveau point de vue sur la sexualité, on restait sur le traditionnel du couple. Et du couple monogame. En fait, Lila, elle a une meilleure amie qui a 40 ans aussi, qui refuse de se poser et qui est très libertine. Sauf que justement, elle essaie d'encourager Lila à sortir un petit peu de ses carcans et de peut-être tenter des choses qui pourront peut-être l'aider à se sentir beaucoup mieux. Et de justement ne pas s'attendre à ce qu'après son mariage, il n'y ait absolument plus personne et que si jamais il y a quelqu'un, ce n'est pas bien grave si c'est pas une relation qui dure à vie et qu'elle peut aussi se donner cette liberté d'expérimenter. Et pourtant, à la fin du roman, cette meilleure amie, ça va plutôt être elle qui va changer. En réalité, Lila, dans le bouquin, elle a 2 prétendants uniquement. Et quand on connaît les tropes des romances, honnêtement, on comprend très vite où les 2 relations vont aller. Et à la fin, par contre, la meilleure amie de Lila, elle décide d'arrêter le libertinage et de se caser. Donc en fait, quand je suis ressortie de ce livre, je me suis dit « Ah bah super, la seule vision de la femme qu'on a, ça sera quand même la femme qui se case dans une relation sérieuse et monogame. » Je peux comprendre que tout le monde va pas écrire sur le libertinage ou le polyamour ou quoi que ce soit, parce qu'il faut aussi un minimum s'y connaître. Mais pour autant, je pense que la meilleure amie avait pas nécessité de changer son train de vie pour l'histoire, c'était pas utile du tout. Et ça m'a plus fait sentir comme quoi il fallait impérativement en tant que femme qu'on reste dans une sorte de droiture et dans un cadre complètement monogame et romantique.
Alors qu'à côté de ça, on a quand même l'ex-mari de Lila qui, lui, l'a complètement trompée et maintenant construit une vie avec son ancienne maîtresse, qui est du coup maintenant la femme officielle, avec qui il a même un enfant. Alors qu'il n'y a pas une vraie excuse de sa part et j'ai pas eu l'impression d'avoir une vraie remise en question de sa part à lui. Donc au final, dans le livre, on va pardonner assez facilement à des personnages, principalement masculins en plus, qui se sont mal comportés. On va même pardonner des tromperies sans pour autant avoir d'excuses pleines en fait des personnes qui trompent, des vraies excuses dans le sens où il y aura toute une explication, tout un dialogue entre les deux personnes, mais à côté on va avoir les femmes qui vont rester dans le carcan habituel du couple unique en fait. Du coup, c'est la première fois qu'un livre de Jojo Moyes me déçoit. Je suis un petit peu triste quand même, parce que j'étais contente de le trouver par hasard en allant acheter un livre qui n'a rien à voir à la FNAC un peu en urgence. Mais bon, je suis quand même allée jusqu'au bout. Je l'ai quand même écouté en audio sur Nextory pour m'aider à le finir. Mais voilà, une légère déception, parce que ça reste très bien écrit et que pour le coup, Lila reste un personnage qui évolue dans le bon sens, en tout cas pour elle-même. C'est vraiment plus les personnages à côté où je pense qu'il aurait pu y avoir un plus gros travail sur le pardon et une plus grosse acceptation de visions différentes de la vie de couple, de la vie sexuelle et tout ça. Du coup, après ça, j'ai pas trop eu envie de relire un petit peu de la romance, même si j'en ai des qui me semblent hyper intéressantes dans tous les livres que j'ai, parce que j'en ai beaucoup trop à lire, mais c'est pas grave. Du coup, pour ça, je me suis dit que cette année, vu que je veux baisser ma pile à lire qui est beaucoup trop énorme, je me suis dit qu'il fallait que je me concentre sur les sagas qui sont en cours depuis très longtemps. Et donc pour ça, j'ai lu 18 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. 18 lunes, c'est un tome 3 pour le coup. Donc si vous connaissez pas la saga de Sublime Créature qui commence par le tome 16 lunes, je vous conseille un petit peu de sauter. Si ça vous fait rien d'être un petit peu spoilé, restez et comme ça vous pourrez voir si cette saga vous intéresse. Alors pour vous dire, ce livre est sorti en 2011, sachant que c'est un tome 3, vraiment j'avais moins de 10 ans quand la saga a commencé. Elle est même justement sortie peu de temps après Twilight au cinéma, si vous voulez. Il y a le tome 1 qui a été fait sous le titre de Sublime Créature, que moi j'avais beaucoup apprécié mais qui n'a pas fonctionné parce que les critiques ont trouvé ça trop ressemblant à Twilight. Je trouve ça dommage parce que pour le coup on n'est pas du tout sur une histoire de vampire. Dans la saga Sublime Créature, on est plutôt dans un côté très magique, très pouvoir surnaturel. Donc on sera sur des enchanteurs. Alors il y a différentes créatures, parce qu'on a aussi des incubes, des succubes, on a voilà, toute une panoplie de créatures mystiques, surnaturelles, qui ont des vrais pouvoirs, qui ont la capacité de faire des incantations, de lancer des sorts. Et dans cette saga, on suit Ethan Wade. Ethan Wade, il me semble, qui tombe amoureux de Lena Duquesne, qui se révèle être une enchanteresse qui est vouée par une malédiction aux ténèbres. Parce que oui, les enchanteurs dans ce monde-ci doivent être appelés par la lune de leurs 16 ans pour être soit dans le camp des ténèbres, soit dans le camp de la lumière. Sauf que la famille de Lena subit une malédiction et toutes les femmes, principalement, mais en tout cas toute leur famille, à peu près, tombent dans les ténèbres. En tout cas, la lignée de Lena. Sauf que Lena, elle est particulière. Lena, c'est une élue. Et du coup, Lena refuse de devenir comme sa mère ou comme sa cousine et de tomber dans les ténèbres. Pour ce faire, elle repousse d'abord sa 16e lune, puis dans le deuxième tome, 17e lune, elle coupe sa lune en deux et elle devient mi-ténèbres, mi-lumière. Le problème, c'est que ces actes ont forcément des conséquences sur le monde entier. Donc le monde magique, le monde des enchanteurs, et le monde des non-magiques, donc le monde d'Ethan. Et du coup, dans ce tome 3, on est un peu dans une atmosphère de fin du monde. Il y a des catastrophes naturelles, il y a de gros problèmes pour un peu tout le monde, et ils savent pas vraiment comment régler ça. Lena se sent
énormément coupable de faire subir tout ça, mais en même temps, elle se refuse à se vouer aux ténèbres et elle comprend très bien qu'une personne n'est ni tout blanche ou tout noir, mais peut-être complètement les deux. C'est justement le thème de la saga, le yin et le yang, le fait que dans les ténèbres il y a de la lumière et dans la lumière il y a des ténèbres. Et il faut garder en tête aussi dans cette saga qu'on n'est pas sur une saga où le mortel est complètement inutile et complètement faible et ne fait que subir. Ethan a un rôle très particulier dans le monde des enchanteurs. Alors je ne dirais pas vraiment lequel, comme ça je vous laisse découvrir vraiment toute l'entièreté de l'univers si jamais ça vous dit. Et vraiment, ça m'a fait du bien de retourner un peu dans cette saga. J'ai beau avoir lu le tome 2 il y a plusieurs années, il me semble maintenant. Je reprends le livre à chaque fois, pas non plus ultra facilement, parce qu'il n'y a pas de récap au début, parce qu'à l'époque on ne le faisait pas, et surtout que là c'est chez le livre de Bosch jeunesse, et il me semble que même maintenant, cette maison d'édition ne fait pas de récap au début. Ça commence à se faire pour les sagas et c'est super parce que vraiment des fois ma mémoire me joue des tours sur tous les détails, surtout quand c'est un univers aussi complet que ça avec différents prénoms, j'ai toujours du mal à retenir les prénoms, avec différentes créatures. Voilà, c'est pas une saga qui a été portée au cinéma au-delà du tome 1, donc j'ai pas le film en référence, j'ai que le tome 1 en référence pour le film. Du coup, c'est un peu plus compliqué que, par exemple, toutes les sagas qui sont portées au cinéma, où le film peut être un peu plus facile à revoir, plutôt que de relire tous les tomes à chaque fois. Là, du coup, j'étais un petit peu en stress au début, j'étais en mode, je me souviens plus très bien de tout ce qui s'est passé dans le tome 2, sachant que la plume, elle est très un peu cherchée. Les deux autrices cherchent à être très poétiques dans leur plume, ce qui rend le livre très beau à lire. Même s'il y a quelques tournures de phrases où des fois j'ai un petit doute que ce soit vraiment très clair. Mais pour autant, ça crée beaucoup de détails, ça crée beaucoup de choses à retenir et du coup ça peut être un peu compliqué. Mais j'ai trouvé que, même pour le tome 2, une fois qu'on est dedans, vu qu'il y a des petits rappels quand même dans l'histoire de ce qui s'est passé dans le tome précédent, ça fait revenir un peu tous les souvenirs et on n'est pas perdu du tout. Et du coup, malgré cette petite difficulté à se souvenir du reste, j'ai trouvé vraiment ce tome super intéressant. Alors le rythme est un petit peu lent, c'est vraiment une saga qui se construit doucement. Pour autant, contrairement à Twilight que j'avais lu quand même quand j'étais adolescente, il n'y a pas de moment où je décroche plus que ça. Justement, je suis quand même très facilement happée de temps. Contrairement à Twilight où vraiment tous les passages des rêves de Bella, je me souviens que je déconnectais vraiment. Faudra un jour que je les relise juste pour voir ce que j'en pense maintenant, une dizaine d'années plus tard. Mais vraiment, je me souviens que je déconnectais complètement parce que c'était pas très utile. Là, il y a aussi tout un jeu de rêves et de cauchemars pour Ethan, mais pour autant, ils sont très utiles. Parce que justement, ils ont toujours une portée de message, un petit peu de clairvoyance pour la suite de l'histoire. Et pour autant, ça aide, en fait, ça donne des petits indices pour essayer de comprendre tout ce qui va arriver. Pour autant, c'est pas forcément facile de devancer un petit peu les choses. Et à la fin, on fait le lien avec tous ces rêves. On fait, ah oui, du coup, je comprends. Contrairement à Twilight, où vraiment, on était plus en mode, oui, Bella, tu fais un cauchemar sur des loups-garous. On t'a mis du temps à capter l'histoire de loups-garous. Bon, bah voilà, quoi. Le passage est long pour un rien. Vraiment, je trouve que Sublime Créature, c'est une saga qui mérite de se faire de se faire connaître, quand même. Bon, c'est une saga qui a 10 ans, donc faut pas s'attendre à quelque chose d'ultra actuel. Mais franchement, c'est très agréable à lire. J'ai même hésité à enchaîner tout de suite avec le dernier tome. Mais je me suis dit que quand même, puisqu'il y a beaucoup d'informations, que ça peut quand même paraître un petit peu lourd. Que bon, là, c'est un poche, mais on atteint bien les 500 pages, il me semble. Oui, on dépasse même les 500 pages. On s'approche des 600 pages. Du coup, je me suis dit bon, que j'allais faire une petite pause. Et du coup, pour ça, j'ai lu un 3e roman qui parle aussi de magie. En 3e livre, ce mois-ci, j'ai lu Bewitched de Lucy Jane Wood, qui lui est beaucoup plus d'actualité, que ma mère m'a acheté en occasion, parce que je l'avais vu dans une vidéo de la bouquinade. Et j'avais trouvé qu'il était intéressant, parce qu'on est plus sur de la cozy fantasy, romantasy ici. Et surtout, on n'est pas chez des adolescents. Dans celui-ci, on va suivre Belladonna, qui préfère se faire appeler Belle, qui est libraire chez Lunar Book.
Elle vit avec sa meilleure amie de toujours dans une petite coloc à Londres et elle vient d'une lignée de sorcières très puissante. Sauf que Belle, ça fait 15 ans qu'elle vit chez les non-magiques et qu'elle se préoccupe pas plus que ça de sa magie. Sauf qu'arrivée 30 ans, elle doit finaliser son assombrissement dans le coven dans lequel sa famille est rattachée. Alors oui, je dis coven, je sais pas si on dit coven ou coven, mais je préfère dire coven. Sauf que du coup, sa cérémonie pour ses 30 ans se passe très mal et elle risque de se faire éjecter du coven et du coup de perdre ses pouvoirs. Chose qu'elle refuse complètement, même si elle s'est beaucoup éloignée de l'étude de la magie depuis 15 ans. Et en parallèle, sa vie humaine, elle n'est pas aussi belle que ce qu'elle aurait espéré. En fait, sa librairie est en train de perdre sa patronne. Sa patronne est âgée, elle a envie de partir à la retraite, elle n'arrive pas à convaincre Belle euh, de lui racheter la librairie, même si elle lui fait un prix. En fait, Belle, elle a aucune confiance en elle. Elle pense qu'elle est trop nulle pour réussir son assombrissement, elle pense qu'elle est trop nulle pour gérer une librairie complète, alors que sa magie a toujours été très puissante et que tous ses collègues lui disent qu'elle est une super libraire et qu'elle connaît la librairie comme sa poche, qu'elle connaît toute l'ambiance, en fait elle fait partie un peu de la magie de la librairie que sa patronne a toujours cherché à garder. Mais pour autant, Belle, elle n'y croit pas. Du coup, dans tout le bouquin, on va suivre Belle qui va essayer d'évoluer sur ces deux plans-là et qui va essayer d'apprendre à prendre confiance en elle. Elle va être accompagnée pour ça de sa mère qui est complètement optimiste envers sa fille, qui est un vrai soutien émotionnel, mais des fois, Belle a plus l'impression justement qu'elle ne voit pas ses défauts alors que Belle, elle, ne voit que ça. Elle va aussi faire appel du coup à un mentor qui est accusé de meurtre. Et elle va avoir pour protection un veilleur très beau, charismatique, mais très qui a ce petit côté sournois avec elle, très taquin, très gentil, mais qui lui tape un peu sur le système. Du coup, on va suivre toute cette petite bande dans l'évolution de Belle, dans son réapprentissage de la magie et dans sa prise de confiance en elle. Et c'était beaucoup pour ce côté confiance en soi que j'ai été intéressée par ce livre. Et je dois dire que j'ai pas été déçue. Honnêtement, vu que c'est de la romantasy, cozy fantasy, c'est lent. On n'est pas sur de l'action palpitante du début à la fin. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal du coup à m'y prendre, sachant que je suis un peu malade, que je suis fatiguée, donc ça aidait pas. J'ai essayé de l'écouter. J'ai écouté un chapitre sur Nextory. Si jamais vous voulez plutôt l'écouter, il est dessus et c'était très bien raconté, mais pour autant, j'arrivais encore moins à me concentrer. Du coup, je me suis dit non, je vais faire plutôt en lecture papier parce que des fois c'est plus adéquat suivant les livres. Mais j'adore avoir un Nextory justement pour ça, pour m'aider à avancer dans les bouquins. Il y a des bouquins que j'adore écouter, d'autres où j'ai du mal à les écouter, je préfère les lire, et d'autres où vraiment les lire, j'ai beaucoup de mal et je préfère les écouter. Donc c'est super d'avoir un petit peu les deux quand on peut se le permettre. Honnêtement, je prends le plus petit abonnement. J'ai pris Nextory simplement parce que c'est compté en heures et pas en crédit. Du coup, si un livre me plaît pas, je peux changer. Si je suis curieuse d'un auteur ou d'une autrice qui est très connue mais que j'ai pas très envie d'acheter les livres parce que justement je suis pas convaincue que ça me plaira, je peux écouter. Ça me fait un petit peu des économies parce que mon abonnement change pas si jamais j'écoute que 5 heures sur les 15 heures que j'ai ou si j'écoute pleinement 15 heures dans le mois. Bref, du coup, ce bouquin, c'est vraiment quand je suis arrivée à peu près, on va dire à la moitié, un peu au-dessus du premier quart, où vraiment il a commencé à avoir tellement de questions de poser, tellement ce sentiment qu'il allait avoir beaucoup d'actions, beaucoup de résolutions, en tout cas pour la fin, et pas que pour Belle, pour l'ensemble des personnages, que du coup j'ai plus réussi à le lâcher. En fait. Vraiment la fin, je l'ai lu beaucoup plus vite que ce que je pensais. En plus, quand je me suis retrouvée vraiment à la fin, que je me suis rendu compte qu'il me restait vraiment pas beaucoup, je me suis dit ah oui, j'ai même pas vu que j'étais arrivée au bout en fait. Parce que le début est un peu lent, c'est normal, c'est la mise en place, c'est pas un livre qui est fait pour être ultra rapide et avec 1000 milliards de rebondissements tout au long du livre. Pour ça, il faut plus aller dans de la hard fantasy.
Mais justement, c'est ce que je cherchais, un livre un petit peu détente qui se lit tranquillement. Et en fait, vraiment, j'ai été agréablement conquise en fait, par ce livre. Je dirais pas que c'est l'un des plus gros coups de cœur parce que j'ai mis un peu trop de temps pour rentrer dedans, mais pour autant, c'est vraiment un livre que je conseillerais à lire, qui est vraiment très agréable et ça fait du bien de voir un personnage évoluer sur sa confiance en soi, surtout une jeune femme comme ça de 30 ans qui s'est toujours dévalorisée et qui apprend enfin à se faire confiance et à voir son potentiel. Du coup, voilà pour les 3 livres que j'ai lus ce mois-ci. Et je suis plutôt contente de mon rythme de lecture parce que j'ai des fois, certains mois, beaucoup de mal à lire et où je me retrouve à lire même pas un livre par mois, ce qui me déçoit souvent parce que j'adore la lecture et que c'est un peu un entraînement qu'il faut avoir pour lire régulièrement. Du coup, maintenant, je me suis mise en tête que le matin, quand je petit déjeune, si j'ai pas quelque chose de rapide que je peux régler, que je peux faire pour commencer ma journée, au lieu de traîner sur le téléphone et scroller, je vais lire. Ou pareil, avant de dormir, voilà, c'est vraiment les 2 moments que j'essaye, de moins d'avoir l'un de ces 2 moments dans ma journée où je vais lire. J'essaye au mieux et c'est surtout que je me suis dit que vraiment, vu tous les livres, alors c'est ces 2 bibliothèques-là, qui sont tous les livres que j'ai à lire, il faut vraiment que j'active un petit peu pour vraiment les faire descendre au plus parce que ça m'embête d'en avoir autant. C'est beaucoup des livres d'occasion et de boîtes à livres. C'est pour ça justement que j'en ai autant. On se fait vite alpaguer quand le livre coûte 2 €. Et surtout maintenant, je me laisse plus avoir à lire à tout prix un livre qui me plaît pas. Là ce mois-ci justement j'ai eu L'illusion de Maxime Chatham que j'ai tenté. Et honnêtement je n'ai pas très apprécié sa manière d'écrire. J'ai trouvé ça lent pour rien, trop de descriptions pour rien. Ça crée pas plus d'ambiance que ça, toutes ces descriptions, j'arrivais pas à être dedans. Même en l'écoutant, son personnage principal m'agaçait en plus. J'ai du mal avec les hommes qui écrivent. Ça se voit parce que j'ai tout le temps principalement des autrices que je lis. C'est beaucoup aussi pour le traitement des personnages féminins que je n'aime pas trop lire des hommes. Je leur laisse une chance absolument, mais pour autant, je suis toujours plus intéressée par les livres écrits par des femmes. Et pourtant, ce livre de Maxime Chatham, je voulais le tenter parce que j'aime beaucoup Stephen King et que celui-ci est un petit hommage à Stephen King que lui aussi apprécie beaucoup. Mais du coup, ça n'a pas marché avec moi. Je me suis dit, tant pis. J'ai regardé la fin avait l'air incroyable, mais du coup, je me suis dit, s'il faut que je galère tout du long juste pour la fin, tant pis, on met le livre de côté, on ne le lira pas, et puis voilà, c'est pas nécessaire d'aller au bout d'une lecture si vraiment elle nous plaît pas. Mais du coup, voilà, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir quelques bouquins et puis on se retrouve en fin février du coup pour faire un petit récap des livres que j'aurais lus ce mois-ci. Et en bonus, j'ai lu en à peine 1 heure hier soir cette BD Origine. Alors, voilà tous les noms de tous ceux qui ont participé au bouquin et j'adore particulièrement quand les auteurs jouent avec les textes légaux et les transforment en quelque chose lié à leur livre. Alors, il s'agit d'une BD dystopie SF, donc avec des robots et un homme qui est le dernier survivant de la fin du monde de l'humanité. Et vraiment, c'est une BD qui a été super à lire, rapide, vraiment très agréable, vraiment. Et du coup, je vous la conseille. J'étais fatiguée, j'avais pas envie de recommencer un roman tout de suite. Alors, je me suis dit que j'allais lire un petit quelque chose de rapide. Et les BD, c'est vraiment génial pour ça.